Si je vous dis Japon, vous allez me répondre quoi? Vous allez sûrement me répondre Nintendo, qui ont fait Zelda, Mario, et ouais, tout ce genre de trucs. Ou alors, vous allez plus penser aux incultes que vous êtes, aux mangas, genre Naruto, One Piece, Dragon Ball, ouais, tout ce genre de trucs. Ou les plus anciens d'entre vous penseront soit Japon féodal, samouraï, ninja. Est-ce que ninja c'est japonais d'ailleurs? Je sais pas, renseignez-moi. Bref, tout ça, ça a l'air vachement sympa, mais vous serez quand même prêt à oublier un truc qui caractérise parfaitement le Japon. Bonsoir, bonjour, c'est Satire, et au monde, c'est Satire. Ça s'appelle du cash. Aïe, ah, y a un problème là. Oui, c'est vrai, j'en rajoute comme quoi, ouais, je suis pas content parce que je voulais ci, ça, machin, nanana. Pourquoi tu es con? Je te pose la question. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire. Aujourd'hui la toute première après-séance de cette année, parce qu'elle se consacre cette fois-ci à Godzilla Minus One. J'avoue que le titre est un petit peu pourri, mais vas-y, passons. Le tout nouveau film Godzilla japonais, et ça fait assez longtemps qu'on n'a plus de film Godzilla fait par le Japon. La dernière fois c'était c'était en 2016, mais bon à ce moment-là, les gens se sont désintéressés du Godzilla japonais. Effectivement, je n'aurais jamais cru qu'on ferait, même qu'on referait un film Godzilla par des Japonais, pour les Japonais. Bref, ouais, c'est cool, franchement c'est super cool. À l'heure actuelle, il y a sûrement des gens qui clament ce film Godzilla comme excellent, peut-être même comme le meilleur film Godzilla fait jusqu'alors, et à raison. Je pense que de tous les films Godzilla que l'on a eu ces dernières années, c'est peut-être le meilleur, mais bon ça on va y revenir au fil de la séance. Par contre c'est normal que ma caméra se distorde, en même temps à cause du nouveau trépied, de la nouvelle lampe que j'ai, ouais. Mais du coup, vous êtes en train de vous poser la question, à savoir, c'est quoi l'histoire autour du monstre Godzilla? Qu'est-ce qui fait que ce monstre est si iconique aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que c'est devenu quasiment un phénomène de pop culture? Ça justement, mesdames et messieurs, c'est le point sur lequel on y vient. Faut savoir que Godzilla est un monstre qui est vraiment apparu à un moment propice du Japon. Faut savoir qu'à cette époque-là, au moment où ça a été inventé, nous sommes aux alentours des années 40 et 50. Et le Japon à cette époque-là, c'est pas du tout le Japon qu'on connaît aujourd'hui. À cette époque-là, le Japon s'était pris de plein fouet les deux bombes atomiques lancées par les États-Unis, ce qui leur a valu un déclarement de forfait de la Seconde Guerre mondiale qui mettra fin à cette triste guerre. Sauf que le Japon, bon forcément qu'ils s'en sont sortis vaincus de tout ça parce que voilà, se prendre une bombe atomique dans la gueule, je pense que ça leur a suffi à faire comprendre que ça y est, Mais ça les avait tellement abattus, ça les avait tellement mis dans une position de faiblesse que les gars ont eu vraiment beaucoup de mal à s'en remettre. Déjà, ils ont été obligés de reconstruire toute leur civilisation détruite par les attaques états-uniennes. Et surtout, être entouré par les États-Unis et l'URSS qui sont sur le point d'entrée en pleine guerre froide. Et qu'à côté, t'as la Chine et la Corée qui sont leurs pays rivaux. Ça allait être très difficile pour ces pauvres Japs, Et forcément, quand les Japonais ils subissent la pauvreté, la misère et tout ça, le ghetto depuis depuis un peu plus de 20, les gars ils savent qu'à un moment donné ils doivent se remuer, ils peuvent pas rester sur ce genre de défaite comme ça, il faut quelque chose qui puisse les faire relever, parce que le Japon, c'est un pays fier, un pays qui assume ses traditions, bref, le Japon c'est un grand empire, un grand pays et qui doit se relever de tout ça. Et quoi de mieux que de faire un film suffisamment représentatif pour que le Japon puisse au mieux se relever. Et c'est à ce moment-là que naît le projet du nouveau film Godzilla. Un film qui parlera d'un monstre né des radiations radioactives de la bombe nucléaire, tout ça, bref. Le film est tellement un carton qu'il est littéralement exposé comme un phénomène. C'est littéralement un phénomène japonais au point que Godzilla est la toute première figure emblématique geek de l'histoire. Oui, de l'histoire, je n'invente rien. Même King Kong, à l'époque, c'était pas ça. Mais bon, en même temps, faut dire qu'on est en 1954, à l'époque où Godzilla sort. Donc, avoir ce genre de symbole comme ça, ça fait rêver, ça fait énormément rêver. Suite à cela, le Japon se relève enfin des catastrophes qu'ils ont subies. Et quelque part, tant mieux pour eux, On peut que leur souhaiter le bonheur après tout ça. Sachant qu'après tout ça, qui dit succès énorme, dit forcément exploitation, donc vache à traire, tout ça, bref, t'as capté. Et suite à cela, on confronte Godzilla et King Kong, parce que oui, c'est deux grosses figures kaiju-esques que l'on mérite de se faire bastonner. Et oui, vous avez bien entendu, plus d'une fois on a confronté Godzilla et King Kong en 1962.
perfection, tout simplement. Et après cette époque-là, là, ça y est, hein, ces festivals ont créé littéralement un univers cinématographique autour de Godzilla. Ça veut dire que Godzilla, littéralement, le tout premier univers cinématographique de l'histoire du cinéma. Et ça a été fait par des Japonais. Décidément, les gars, ils sont pas seulement fait que se relever, les gars, ils ont charbonné, hein. Et avec l'apparition de la couleur, eh ben, on te fait absolument tout. On te fait apparaître un monstre qui s'appelle Mothra, puis ensuite on confronte Godzilla à Rodan. On te fait venir King Ghidorah, un monstre inventé par des extraterrestres qui envahit la planète Terre. Oui, je vous jure, on a fait confronter Godzilla à plein d'autres monstres de ce genre. Et voilà les noms que ça engendre. Godzilla versus Mothra, Godzilla versus Rodan, Godzilla, Mothra et Rodan versus King Ghidorah, Godzilla versus King Ghidorah, les envahisseurs versus Godzilla, et bouf. Bref, ça s'arrête pas, ça continue comme ça pendant des années, voire même des décennies. Le public est très conquis et très sceptique, malgré le fait que on sait très bien que ce sont des gens en costume qui se battent autour de bâtiments construits en carton. Et entre temps, t'as les États-Unis qui voient ça de loin et qui se disent, tiens, on a une petite idée, et si on faisait notre propre film sur Godzilla? Leur envoyer une bombe nucléaire dans la gueule, c'était pas suffisant pour vous? Vous en voulez encore? On confie ce film-là à Roland Emmerich, le réalisateur de Independence Day, qui est un très bon film, hein. Je suis content d'avoir l'édition spéciale du 20 ans, comme vous pouvez le voir juste ici écrit là. Mais voilà, soyons honnêtes, que ce soit le meilleur film de Roland Emmerich, parce que ces autres films, soit sont des tâcherons, soit sont pas terribles, soit ne suscitent absolument aucun intérêt. Et si je devais décrire un petit peu Roland Emmerich, ce serait plus ou moins une sorte de Michael Bay alternative. C'est-à-dire que le gars, lui aussi aime tout faire péter, aime faire des explosions. Sauf que le gars, lui, il va pas qu'à moitié. Il détruit vraiment tout ce qu'il aime faire détruire. Il détruit tout simplement, tout bonnement. Il aime détruire des choses juste pour le plaisir de détruire. Alors que, ok, Michael Bay aussi aime détruire, mais c'est plus le fait qu'il aime rajouter des explosions dans ses films et tout ça. Donc voilà, pour moi, Roland Emmerich, c'est un peu Michael Bay, mais en moins bien en fait. Et donc, lui confier un Godzilla au milieu de toute cette histoire, ça allait être soit pour le meilleur, soit pour le pire. Surtout à l'époque où il avait fait que Independence Day à cette époque-là. Mais là, avec tout ça, tu peux te dire, ok, vas-y, le gars, il va te prendre le monstre Godzilla, il va te le faire envahir une ville. Voilà, le truc classique, on connaît. Sauf que le gars, déjà, il a fait le chara-design du Godzilla. Voici à quoi il ressemble. Et voici ce à quoi les gens s'attendaient à la base. Oui, on aurait pu avoir un gars en costume transformé en gros monstre de synthèse bien fait. Et on aurait pu enfin voir ce qu'aurait pu donner Godzilla en monstre géant réel, quoi. Après tout, on est à l'ère de l'animatronique fait en image de synthèse et ça marchait super bien avec Jurassic Park. Sauf que le gars, il décide de nous faire le plagiat du monde perdu de Jurassic Park, qui lui-même est un plagiat de Godzilla. Vous avez parfaitement compris. En fait, Godzilla, c'est le plagiat d'un plagiat. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo des pires reboots que j'ai vu dans ma vie. Et force est de constater que ce film-là est tout simplement tout ce qu'il y a de plus mauvais en fait. Ce film, il nous fait passer le Godzilla pour le méchant. Puis ensuite, à un moment donné, le rondouille pour le rendre un petit peu plus gentil. Et après, on y rajoute 2-3 petits personnages, genre des militaires qui... provoquent plus le chaos qu'autre chose. Du coup, c'est pas vraiment Godzilla qui détruit la ville. Mais à quelque part, il détruit un petit peu la ville. Parce que il provoque des petits Godzilla qui se reproduisent et qui détruisent du coup toute la ville et tout ça. Ouais, non, c'est une catastrophe en fait, c'est une véritable catastrophe. D'ailleurs, sachez que ce film, c'est mon tout premier attachement émotionnel au travers du monstre mythique. Et franchement, j'avais vu quand j'étais petit, bon forcément le film avait fait énormément peur et j'avais plus du tout envie de le revoir et je savais pas du tout quoi en penser réellement de ce film quand j'étais petit. Mais bon, je me suis rendu compte qu'en grandissant, que non seulement le film n'était pas terrible, et je pense que ça a aussi fait comprendre au studio que, faire un film sur Godzilla, c'est pas une si bonne idée que ça finalement, hein. Bref, le film est un carnage, fin de chantier, surtout que s'il faut, les gars, ils ont sûrement prévu une saga, mais bon, heureusement, ça n'arrivera jamais, et les États-Unis n'exploiteront plus jamais ce monument japonais et culturel qu'est Godzilla à l'avenir. Pourquoi j'ai toussé comme ça? C'est bizarre. Mais côté japonais, du coup, ça se passe comment? En 2003, il y a encore un autre reboot de Godzilla qui apparaît. Mais il semblerait que ce film-là, ça a l'air d'être le film de trop. Il faut dire en même temps, quand t'as des centaines de films comme ça qui se ressemblent et qui sont exactement les mêmes, voilà, je crois que t'as vite fait le tour et la formule, elle est déjà passée. On sait comment ça se passe, on va faire apparaître un monstre devant Godzilla, ou alors c'est Godzilla qui devient le méchant de l'histoire. Voilà, hein, et en plus il reboulotte avec un film qui s'appelle Shin Godzilla qui sort en 2016. Et là aussi, encore une fois, ça n'a pas convaincu grand monde. Surtout qu'à cette époque-là, les gens étaient non seulement passés à autre chose, et surtout, en 2014, un autre film a été fait et produit par la Warner, qui s'appelle lui aussi Godzilla, qui, lui, adapte au moins le monstre bien connu de la Toho.
Le film de 2014 sera pas non plus un film culte, mais sera un film qui entrera en mémoire pour beaucoup, pour avoir introduit Godzilla au grand jour et de nous avoir enfin fait un gros monstre bien réel et qui surtout respecte le chara design de l'original et qui surtout le rend intimidant. Voilà, c'était pas si compliqué que ça à faire. Seulement, il y a juste un petit problème, le film est pas ouf. Enfin, il est très bien, mais je dirais juste qu'il est correct. Il y a une belle histoire, il y a l'acteur de Breaking Bad qui joue dans le rôle principal, mais on aurait juste aimé qu'il meure pas trop tout de suite. Putain, désolé, je vous ai spoilé les gars, bah merde. Et suite à cela, un tout nouvel univers se crée. On nous crée Kong versus Godzilla pour 2020, mais qui sortira en 2021 pour cause de pandémie, tout simplement. Et entre temps, on te tease tout ça. On te fait un film sur Solo sur Kong, on te fait un autre film qui élargit un peu plus l'univers de Godzilla avec le roi des monstres, et sachant que l'un et l'autre sont tout aussi mauvais. Kong Skull Island, c'est... Voilà, c'est sympatoche, mais sans plus, mais ça reste quand même en dessous de ce que nous avait proposé le Godzilla de 2014. Et le roi des monstres, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo que je vous invite à voir, les gars. Il se peut, après il se peut que ça ait mal vieilli, voilà, donc allez-y avec prudence. Puis arrive en 2021 Kong versus Godzilla. Non, c'est pas bien. C'est nul, voilà, tout simplement, c'est nul. On a eu un crossover entre Godzilla et Kong, tant mieux. Et c'est tout ce que je peux dire dessus. Entre temps, Warner surfe sur la hype, le succès commercial de leur univers cinématographique autour de Godzilla et Kong, au point qu'ils sont sortis, alors où je vous parle, une série qui s'appelle Monarch, qui commence déjà à accueillir son public. Et on a aussi un nouveau film, Godzilla X Kong, qui risque de sortir dans l'année. Et il se peut que l'on en parle un jour, oui, on va en parler. Courage. Et quand les Japonais voient ça, ils se sont dit, putain, on nous a fait un vol culturel et on exploite notre propre culture pour goinfrer les États-Unis. Vas-y les gars, on va montrer c'est quoi faire un bon film Godzilla et on va sortir un film qui s'appelle Godzilla Minus One. Et maintenant que le film est enfin sorti, que je suis allé enfin le voir et surtout que je vous ai fait cet énorme monologue pour bien vous faire comprendre qui est réellement Godzilla et ce qu'il représente aux yeux des Japonais, on va enfin pouvoir commencer la préséance sérieusement. Déjà, j'avais jamais entendu parler que ce film sortirait, j'aurais jamais même cru qu'on aurait un film Godzilla enfin refait par des Japonais et surtout avec de réelles images de synthèse et pas des acteurs en costume qui se baladent autour de petites constructions de bâtiments. Mais en tout cas, ils l'ont fait, voilà, ces gars l'ont fait et une sortie française sera prévue pour le 7 et 8 décembre. Ouais, ils ont voulu sortir ce film le jour de mon anniversaire, histoire de le fêter. Juste, j'aurais bien aimé qu'on me prévienne un peu plus tôt parce que maintenant que je l'ai su, un peu trop tard à mon sens... Bon, c'est pas grave, parce que de toute façon, il est sorti juste mercredi dernier. Tout ça pour qu'il s'en aille le 31 janvier, putain. Vous êtes sérieux là, bordel? Et tout ça à cause de leur putain de chronologie des médias de merde, qui mérite même pas qu'on s'attarde sur cette vidéo qui s'allonge déjà trop. J'en ferai un jour une vidéo sur la chronologie des médias, le jour où Godzilla Minus One partira des salles de cinéma, parce que... croyez-moi, il y a énormément à en parler. Donc oui, retenez bien ce que je vais dire. Si le film échoue au box-office mondial, ce sera à cause de la France et de leur putain de chronologie des médias de merde. Parce que vraiment, ça fait des années que leur chronologie des médias me la fout. Vraiment, j'en peux plus. Donc ouais les gars, si vous voulez vraiment aller voir Godzilla Minus One, franchement les gars, allez-y vite. Parce qu'il y sera pas très longtemps. Prévoyez vos salles, prévoyez votre budget, vraiment. Voilà, allez voir ce film vite parce que il le mérite amplement. Ouais, du coup, vous avez deviné que ce film était génial, hein. Je vais même dire, ça fait du bien, enfin, d'avoir un bon film Godzilla. J'attendais ça depuis... Ouais, depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai vu le film de Roland Emmerich. Bon, déjà, cette fois-ci, c'est quoi l'histoire principale? C'est plus ou moins la même chose, mais en un peu plus différent. On va suivre le héros principal, qui s'appelle Takeshi. Bon, on va l'appeler Takeshi, parce que, j'arrive pas à retenir son nom. Qui, est aviateur de 1945, et... pose son avion dans une île de réparation d'avions au dernier jour de la Seconde Guerre mondiale. Sauf que, malheur oblige, il tombe par hasard sur un petit Godzilla qui est encore petit à ce moment-là et qui s'attaque à ses potes pilotes et qui en devient le dernier survivant de cette attaque. Suite à cela, il en sera complètement traumatisé et fera partie de ces nombreux Japonais qui tenteront de reconstruire le Japon avec tous les meubles possibles. Sauf que, les Japonais, ils peuvent pas être tranquilles pour reconstruire leur pays tranquillement. Non, parce que à un moment donné, Godzilla se dit que c'est le moment d'attaquer Tokyo parce que... Bon, on ne donne pas d'explication, mais bon, grosso modo, Godzilla attaque le Japon, et comme c'est un gros danger pour la majorité des Japonais qui y vivent, parce que oui, un monstre de plus de... qui a la taille d'un immeuble et qui attaque ta ville, ouais, ça peut être un peu problématique pour tout le monde, donc du coup, vaut mieux agir vite avant que
avant que la catastrophe arrive quoi. Du coup, Takeshi et ses nombreux matelots vont devoir unir leurs forces pour affronter ce monstre qu'ils souhaitent détruire le Japon, tout simplement, voilà, sans aucune excuse. Bon, globalement, ouais, c'est un petit peu la même histoire du Godzilla que l'on connaît, mais je dirais que ce Godzilla Minus One représente un petit peu au Godzilla 54 ce que le King Kong de Peter Jackson représente au King Kong de 1933. Je vais m'expliquer plus en détail. Le King Kong qui est sorti en 2005, lui a représenté plus une sorte d'hommage pour l'univers de King Kong, plus pour celui de 1933. C'est pour ça que le film se passe dans les années 30. Non seulement c'est plus une sorte d'hommage, mais c'est aussi pour montrer déjà comment est-ce qu'on fait un excellent film d'aventure, et surtout comment est-ce qu'on fait un excellent film de science-fiction, ce qui fait de King Kong le meilleur film d'aventure de tous les temps. Et Godzilla Minus One s'inscrit parfaitement dans cette veine. Rendre hommage à un film culte, déjà en faisant un remake, et surtout en faisant mieux que l'original et en proposant un souffle nouveau et épique. Déjà niveau réalisation, on sait que c'est pas non plus si inspiré que ça, mais franchement je l'accepte comme tel, hein. On a de beaux plans à certains moments, les panoramiques autour de Godzilla sont intimidants et incroyables, ça m'a foutu des frissons à certains moments, surtout lors d'une attaque bien spécifique, je crois c'est à la ville d'Oda pour des raisons que j'expliquerai en section spoiler, parce que là vraiment c'est beaucoup trop. Il y a certaines discussions qui je trouve sont super bien, c'est en termes de réel c'est pas mal, parce qu'en général quand tu regardes des scènes de discussion dans un film classique, hein, si je puis dire, t'as toujours des champs contre champs ouais, de chant contre chant, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais dans ce film, c'est pas du tout le cas. Enfin, à 2-3 reprises, bien sûr, t'as des chants contre chants, mais c'est rare. Du coup, ce qui fait que t'as juste un plan fixe sur la discussion des personnages, et des fois, quand ils sont obligés de se déplacer, soit tu les vois bouger vis-à-vis de la caméra, soit, voilà, il y a la caméra qui se déplace un petit peu, ou qui, voilà, prend une autre position. Bref, c'est original. Pour une fois que dans un film, on n'a pas affaire à un chant contre chant banal et classique. Les acteurs principaux, je les ai tous trouvés bons. Il n'y en a pas un seul qui a failli à son rôle. Ils sont même tous aussi incroyables les uns que les autres. Même le personnage de Takeshi, franchement, je l'ai trouvé ultra convaincant. Faut dire, pour un héros principal, fallait bien ça. C'est un pseudo Eren Yeager, mais je suis prêt à l'accepter comme tel. Surtout qu'en plus, c'est le but du scénario et vous allez vite comprendre pourquoi si vous allez voir le film. Et ok, le scénario il est simple. Mais qu'est-ce qu'il est efficace. Et surtout, c'est pas le film qui va s'attarder sur 1000 plans de Godzilla pour nous montrer que Godzilla fait ci, Godzilla fait ça. Non, en fait, Godzilla, il occupe pas tant de temps d'écran que ça. Et je pense que ça va un petit peu arranger le studio qui voulait un petit peu économiser son argent quand même. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous remarquez que certains effets spéciaux sont pas si aboutis que ça. Parce que oui, il y a des effets spéciaux dans le film qui sont pas si ouf que ça. Regardez par exemple des scènes où il y a des bateaux. Vous allez remarquer que soit certains plans font fake, ou soit que certaines vagues de l'eau sont... voilà, n'ont pas l'air très réalistes et font faux à côté. Hein. Puis surtout, quand tu apprends que c'est des japonais et que c'est pas du tout des gros studios hollywoodiens ou je ne sais quoi, ouais, tu peux au moins laisser passer ça parce que c'est des japonais et les yens c'est pas des dollars. Du coup, voilà, que les effets spéciaux soient un peu moches à certains moments, ça m'a pas plus dérangé que ça, même si à certains moments ça rend Godzilla un peu fake, ça n'empêche pas d'être effrayant, imposant et surtout d'être mieux abouti que certaines productions actuelles. Ah ouais, genre ça insulte tous les films qui sont moches niveau effets spéciaux, mais par contre celui-là ça le défend, hein. Ah ouais, chapeau l'artiste, genre il y a des films qui sont à 200 à 300 millions, ils sont même pas capables de faire de bons effets spéciaux correctement. Et toi tu vas me faire croire qu'un film japonais comme celui-ci a le droit à ce genre d'excuses? Je suis sûr elle a coûté encore plus cher que les productions actuelles, j'imagine. 15 millions de dollars. Oui, à l'heure actuelle, le film est estimé à 15 millions de putain de dollars. Ouais, là, on a critiqué des films, vous savez, qui ont coûté genre quoi, 100, 200, voire même pire, 300 millions de dollars pour la plupart. Mais non, ce film a coûté que seulement 15 millions de dollars et il a des effets spéciaux plus aboutis que la majorité des productions actuelles. À titre de comparaison, dites-vous que le salaire de Black Widow et un épisode de Game of Thrones vaut exactement le même chiffre, à savoir 15 millions de dollars. Oui, vous avez bien entendu, un salaire d'une actrice populaire et surtout un épisode de l'une des séries les plus chères de tous les temps a exactement le même budget qu'un film sur Godzilla. C'est n'importe quoi. Genre, je sais pas si c'est assez clair dans vos têtes, mais dites-vous que un film japonais a très peu de budget et qui surtout est produit par des petits studios japonais, parce que voilà, le Japon c'est pas Hollywood, et lui fait des effets spéciaux plus convaincants avec moins de budget possible, plus que le pays qui les ont bombardés. Alors que eux, ils font des films plus chers que eux. Comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Moi je dis Hagra. Ouais, exactement, ouais. Je voyais exactement ça comme ça. À la 2, à la 3, ce que je fais, ça s'appelle ta Hagra. Genre dites-vous que le film le moins cher avec des effets spéciaux du côté des Américains, c'est The Creator et c'est 80 millions de dollars.
Et dites-vous que même à 80 millions, ce film-là, même s'il a des effets spéciaux ultra incroyables, bah ça empêche pas ce film d'être un gros tâcheron, hein, et ça je l'ai expliqué dans cette vidéo que je vous invite à voir. Hein. Et franchement, ça fait du bien de voir qu'il y a un film qui est très peu cher et qui pourtant a des effets spéciaux tellement bien abouti, tellement bien fait, même si ça peut faire kitsch par moment, bah pourtant ça t'empêche pas de kiffer l'instant, ça t'empêche pas de te dire que Godzilla est super impressionnant et qu'il est super intimidant. Bref, c'est extraordinaire. Comme quoi, il suffit pas d'être le film le plus cher pour être le film le plus beau. Tout à l'heure, on s'attardait sur le scénario et effectivement, t'as un scénario très bien écrit et très bien construit. Certes, c'est pas original, mais on s'attarde suffisamment sur les personnages pour ça. On s'attarde sur leurs problèmes financiers, tout ça, et dû au contexte actuel, hein, vu que le film se passe en 1947 et quelques, hein, tout au plus, hein, ça se passe pas dans le monde à monde. On développe le personnage principal de Takeshi, et on développe aussi l'histoire autour de nos deux autres personnages, ce qui fait que l'on s'attache super rapidement et super facilement aux autres. L'histoire aussi de cette jeune femme qui se retrouve au milieu des rues, qui rencontre Takeshi par hasard et qui vivent ensemble, tout ça. Bref, on a des personnages attachants dans un blockbuster pété de thunes. Enfin, pété de thunes. Juste un blockbuster, mais vous avez compris l'idée. Et surtout, pour une fois qu'un film Godzilla nous montre un Godzilla plus ou moins réaliste. Je vous avoue que le Godzilla m'a foutu autant de frissons que le T-Rex dans Jurassic Park. Je parle du premier Jurassic Park, attention, pas des nouveaux où t'as le T-Rex qui bat le Giganotosaure à coup de griffe de dinosaure aveugle. Hein. Bref, enfin un film qui sait se poser et qui n'a pas de l'action H24. Et surtout, on a un Godzilla qui sait faire peur, notamment lorsqu'il attaque l'île au début du film. Ça, c'est un Godzilla qui fait peur. Et ça, c'est le Godzilla que j'aimerais voir plus souvent. C'est même le genre de monstre géant que j'aimerais voir souvent parce que c'est trop rare de nos jours et voilà. Merci les Japonais de prouver que vous êtes meilleurs que des blockbusters américains pétés de thunes. Et les musiques, même si elles revisitent les musiques du Godzilla classique hein, de 1954, ça m'empêche pas quand même de kiffer l'instant. Et puis surtout, les Japonais, ils arrivent à remixer leur musique une force. Je ne sais même pas comment ils font ça. Mais bon, en même temps, les Japonais, dès qu'ils sont à l'école, ils ont déjà des putains de concours de musique qui les élisent en tant que meilleurs musiciens ou je ne sais quoi. Donc comme quoi, les Japonais, eux, on les prépare dès l'enfance à faire des bonnes musiques. C'est pour ça d'ailleurs que ton manga préféré aura toujours d'excellentes musiques dans ses animés. Donc du coup, citez-moi vos animés préférés et vous verrez que leur point commun, ce sera une musique impeccable et extraordinaire. Et ouais, pour une fois qu'on a une bonne musique orchestrale, incroyable et voilà, des musiques de films que l'on aime voir tout simplement. Ça fait tellement longtemps qu'on se bouffe exactement les mêmes playlists musicales dans chaque blockbuster hollywoodien qu'à un moment donné, c'est pas pour autant qu'il y a des gens qui forment un petit restaurant et qui nous proposent quelque chose d'un peu plus original et surtout de beaucoup plus audible. Après, je demandais pas non plus de nous faire un Oppenheimer par exemple, mais bon, néanmoins, on a de la bonne musique, on a une bonne playlist, de quoi se faire plaisir. Ça fait plaisir d'avoir enfin de la bonne musique de blockbuster, ça fait du bien. Les seules réserves que j'aurais vis-à-vis de ce film, ce serait, vu qu'on a un manque de budget, on profite pas assez des décors et de certains paysages. Je pense notamment aux fois, où t'as Takeshi qui se retrouve, aux villes de Tokyo, etc., etc. Enfin, surtout dans les bidonvilles dans lesquels il vit avec, sa copine et tout ça. Moi je trouve que dommage qu'on n'a pas assez cette immersion et qu'on se contente simplement d'un simple petit plateau. Et surtout qu'à certains moments j'ai vu que c'était un plateau. Mais bon, quand tu vois que le film a déjà coûté 15 millions et qu'ils ont voulu sûrement centrer tout leur budget sur les designs du Godzilla, moi c'est quelque chose que je peux à la limite accepter. Et je pense qu'avec le futur succès du film, il se peut qu'à l'avenir on ait des films qui soient beaucoup mieux faits que ça. Et je leur souhaite même. Bref, à part ça, le film est parfait. C'est peut-être le meilleur film Godzilla que j'ai vu depuis toujours. Hein. Je me souviens pas avoir vu un aussi beau film Godzilla et surtout un aussi bon blockbuster. Ça fait du bien hein, de respirer un petit peu de la bonne air, c'est agréable en tout cas. Je vous invite amicalement à aller voir ce film au plus vite parce que oui, jusqu'en février vous aurez plus le film. Donc voilà, prévoyez le fait d'aller le voir les gars, c'est super important. Bref, nous on va passer à la section spoiler, donc ça veut dire qu'après cette section là, je considérerai que vous aurez vu le film. Donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas déjà à liker, à commenter, etc. etc. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur les réseaux sociaux, ça me fera toujours plaisir. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viennent. Et nous, on va pas tarder à passer à la section spoiler tout de suite. Déjà, j'aime que le film s'ouvre tranquillement, genre sans aucune explosion, même sans aucune exposition, juste sur Takeshi qui atterrit sur une piste d'avion tranquille pour se poser, tout ça, et que l'attaque de Godzilla, soit pas si soudaine que ça, mais arrive juste en mode comme ça, en pendolo tranquille quoi. Moi, je trouve c'était
efficace et ça a superbement bien introduit les intrigues où on va nous faire croire qu'on va juste avoir affaire à un film qui, voilà, un film sur la Seconde Guerre mondiale, du point de vue des Japonais, voilà, tu t'attends à ce genre de choses quand tu vois le film en général. Par contre, le coup de la meuf qui engueule Takeshi qui après qu'il soit rentré de la guerre, déjà j'aurais bien aimé qu'on sache ce qu'il représente. Est-ce que c'est sa sœur, est-ce que c'est sa mère, est-ce que c'est son ex-copine, sa cousine. Voilà, cette meuf, on sait pas du tout qui c'est, on sait juste qu'elle aime bien taper Takeshi dès qu'il fait une connerie. Voilà, j'aurais bien aimé savoir qui c'est, ou alors peut-être... Après, j'ai juste vu le film en VO, donc peut-être c'est juste les sous-titres qui sont foirés. Parce que, les gars, je regarde des animés en VO depuis maintenant 4 ans. Et j'ai vu qu'il y avait certaines fautes à certains moments. Donc voilà, le cinéma... Essayez un petit peu d'organiser vos sous-titres, parce qu'à certains moments, j'ai vu qu'il y avait des erreurs de traduction. Voire même, c'était encore pire. J'ai même remarqué qu'il y avait des toutes petites phrases qui étaient plus courtes que les dialogues que les acteurs devaient dire dans le script. Du coup, ça montrait juste que... franchement les gars, faites un peu vos sous-titres avec plus de souplesse et plus de délicatité que ça, parce que voilà, j'ai vu qu'il y avait des erreurs de sous-titres. Ensuite, la colocataire de Takeshi, elle est super intéressante et c'est peut-être même l'une des meilleures personnages, c'était peut-être la meilleure personnage du film, soyons heureux. Ouais, c'est un excellent personnage féminin, surtout qu'en plus de ça, bon, les personnages féminins au Japon, on sait tout ce que c'est, j'ai fait toute une vidéo là-dessus sur ma chaîne principale que je vous invite à aller voir pour que vous puissiez comprendre les propos que j'avance. D'ailleurs, cette mort, elle était... J'ai rarement vu une mort aussi déchirante, parce que l'attaque de Godzilla, déjà à Ginza, ou à Eisha, ou à Oda, enfin, je sais même plus le nom de la ville, mais bref, lorsque Godzilla attaque cette ville, et que tu sais que, cette meuf, elle travaille là-bas, quoi, là, déjà, c'est la toute première fois dans un blockbuster que je me suis senti autant stressé, parce que, avoir autant d'empathie comme ça dans un personnage, surtout dans un blockbuster, non seulement c'est rare, mais ça m'était jamais arrivé, je vous jure les gars. Mais en même temps c'est normal, on t'a fait des personnages tellement bien écrits, on les a tellement mis en avant, on les a tellement bien exploités, on les a tellement rendus attachants, qu'à un moment donné tu peux ressentir que de l'affection et t'attacher à ces derniers, tu peux pas faire autrement. Au point que lorsqu'elle se prend l'explosion de l'attaque de Godzilla de plein fouet avec les débris tout ça... Ouais t'as de la peine, t'as vraiment de la peine parce que tu dis non putain ils ont tué. Le pire c'est que moi je le savais parce qu'en général dans un film comme celui-là faut toujours qu'il y ait la mort d'un personnage important pour que le héros puisse avancer normalement. Et celle-là je l'avais un petit peu pressenti et je me suis dit ils vont pas le faire. Ouais si au final ils l'ont fait et putain que c'est triste. Que c'est triste. Ça justement c'est la plus grosse force du film. On crée de l'empathie autour des personnages au point que dès qu'il se passe un gros truc, un gros cliffhanger, tu te dis tout le temps putain ne me dis pas qu'ils vont mourir ces gars là, je les aimais bien, j'aimais bien genre le petit gars stagiaire que l'on appelle le petit, et j'aimais bien aussi l'autre gars bien coiffé qui faisait un peu scientifique et tout ça, et j'aimais bien aussi l'autre capitaine super attachant tout ça, j'ai pas envie de les voir mourir s'il vous plaît. Et aussi pour revenir à la scène de la mort de la femme, franchement, je ne comprends pas comment c'est possible que ce gars-là est capable de survivre à des putains de radiations. Parce que le gars, il s'est pris une explosion nucléaire de plein fouet dont il a survécu, certes. Mais après ça, il a une espèce de pluie de pétrole sur sa gueule. Et le gars, bon déjà, il a absolument rien. Et surtout, le gars, il revient complètement nettoyé, bretouille, sans aucun dégât sur lui, sans aucune salissure sur ses vêtements. Voilà, ça, cette partie-là, par contre, j'ai trouvé un petit peu trop surréaliste. Il va falloir qu'on m'explique. On en arrive au climax du film qui, pour une fois, pour un film Godzilla, ne se passe pas dans une ville. Ce qui me fait un petit peu respirer et fait un petit peu de bien à cet univers qui... Bon voilà, voir détruire des villes commence un petit peu à devenir lassant. Le climax d'ailleurs m'a fait créer une énorme empathie pour le personnage de Takeshi, surtout lorsqu'il se dirige vers la bouche de Godzilla pour le faire péter. Ouais, et surtout qu'on te fait vraiment mettre le doute sur est-ce que le gars va vraiment se sacrifier pour sauver le monde ou bien est-ce qu'il va se larguer à parachute. Bon évidemment la réponse B, voilà, devait forcément arriver vu que c'est le héros principal. Mais voilà, vraiment j'aurais bien aimé... Enfin voilà, j'ai bien aimé le moment où on nous fait croire que ce gars va vraiment se sacrifier, surtout au moment où il ne répond même pas au fait qu'il va pas se sacrifier ou pas, et que le gars il dit même pas ah non t'inquiète pas je vais pas me sacrifier ou quoi. Non, le gars il reste stoïque, silencieux, et bon en même temps tu me diras quand tu vois ta propre meuf dont t'as même pas demandé en mariage se faire tuer. Voilà, c'est... Climax du film d'ailleurs que j'ai trouvé ultra spectaculaire et vraiment extraordinaire. Bon, c'est pas non plus les batailles finales les plus spectaculaires que j'ai vues dans l'histoire du cinéma, mais pour une bataille finale, j'ai trouvé ça super efficace. C'est pour une fois pas bourré d'effets spéciaux et de 1000 monstres qui te sautent dessus, Rise of the Beast, The Flash, coucou, Et aussi pour une fois qu'on n'a pas une grosse explosion ultra balourd qui nous fait dire fin de blockbuster ou je ne sais quoi, parce que moi je trouve qu'à force c'est vraiment devenu de mauvais goût. Non, je suis bien content que
que ce soit juste une petite explosion et Godzilla qui a l'air de couler, un petit peu de s'évaporer, on sait pas trop quoi ce qui devient. Bref, voilà, c'est une fin tout en règle et qui est simpliste et très efficace pour une fois. Ouais non, ça change des gros blockbusters qui se terminent soit sur un gros boom, une grosse explosion, je ne sais quoi. En fait, ce film, faut bien comprendre, c'est un blockbuster qui balance tous les codes des blockbusters modernes. Et pour une fois que c'est bien fait... Vous voyez Hollywood comment est-ce qu'on est censé faire un bon blockbuster? Pourquoi est-ce que vous savez pas faire ça les gars? Bien, et maintenant nous allons revenir sur la fin du film qui, je pense, va faire couler un petit peu, voire même beaucoup d'encre sur ce qu'on va dire. Le film se termine sur la future femme de Takeshi qui est vivante. En fait, elle était juste blessée au milieu des débris alors que... On l'a bien vu se faire prendre à un coup d'explosion de la part de Godzilla et se faire envoyer des débris plein la gueule. Donc je me demande comment est-ce qu'elle a fait pour survivre à ça et juste s'en sortir avec 2-3 petites égratignures. Parce que les gars, ce genre de choses dans la vraie vie est impossible. Et je sais que Takeshi a survécu lui, mais on peut excuser la chose parce qu'il était derrière un petit bâtiment, tout ça. Mais vraiment, elle, qu'elle ait survécu... Va falloir qu'on m'explique vraiment comment est-ce qu'elle a survécu. Surtout que je trouve que ça dessert un peu trop la fin du film, qu'on nous dise que, voilà, hein, le héros principal qui a vengé sa femme de sa mort, enfin sa future femme de sa mort, qui du coup, bah, fait écrouler des jours heureux avec sa fille adoptée qu'il décide d'élever jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, ça aurait pu être une belle fin, justement. Mais bon, déjà, faire ramener sa femme en plus, c'était pas suffisant. Et surtout qu'en plus, on voit qu'elle a une sorte de virus implanté dans le cou. Et qu'en plus, on apprend que Godzilla a survécu et qu'il est à l'heure actuelle en train de se régénérer au fin fond de l'eau. Bon, déjà, moi, j'avais vu le film comme ça dès le départ. Je me suis dit, putain, ça va être incroyable, la suite, je sens que ça va être un banger. Mais en ressortant de la salle et en me remettant un peu plus en question, je me suis dit... Est-ce que ce serait pas un petit peu la bonne idée piège, si vous voyez ce que je veux dire? Parce que quelque part, cette fin me satisfait, mais j'ai comme une arrière-goût un peu de déception qui m'aurait dit que... Est-ce que ça aurait valu que ça termine autrement que comme ça? Moi, perso, je pense que oui, hein. Clairement, la fin alternative que je vous ai proposée, pour moi, elle est bien meilleure. Parce que bah, c'est juste un film simple qui n'a pas vraiment besoin d'avoir de suite. Sauf que, à nous teaser une suite, déjà, est-ce que cette suite sera bonne? Et surtout, la façon de le faire, est-ce que ça donne réellement envie de voir la suite? Moi, franchement, j'en sais rien. Surtout que je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on implante une sorte de virus bizarre. Et pourquoi est-ce que Takeshi ne l'a pas eu. Puis surtout, à quel moment est-ce que... Enfin... Après, peut-être, je sais pas, peut-être je me gourre. Peut-être les gars, ils ont tout prévu depuis le début et qui nous prévoient une future saga qui me promet d'être ambitieuse. Mais bon, si c'est pour se taper un Godzilla versus Mothra, Rodan ou Ghidorah ou je ne sais quelle autre connerie du genre encore... Ouais, bon, franchement, je serais pas trop hypé pour ça, hein. Et après, si c'est pour nous prévoir bah, quelque chose de plus original que ça, moi, franchement, je serais client pour. Mais bon, après, à attendre de voir si ça va me satisfaire. Là, pour l'instant, cette fin me mitigise un petit peu plus. Au vu de la note que j'ai attribuée à ce film absolument incroyable, bah, franchement... Je pense que je pourrais lui attribuer un excellent 70%. Le seul truc qui rate un peu tout, c'est bah, la fin. C'est ça qui démeuble à peu près tout. Mais le reste tient parfaitement la route. On a enfin un blockbuster digne de ce nom. Et vraiment, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir enfin un excellent blockbuster qui exploite des personnages, qui met en avant d'excellents personnages. Bref, c'est un bon film Godzilla comme on en attend depuis trop longtemps. Et en attendant la suite, bah, je lui mets pour l'instant un 70%. Et ça, je trouve que ça le convient très bien. Et j'espère que la suite sera au moins un minimum à la hauteur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Faites-nous un bon film Godzilla minus tout. C'est tout ce que j'attends, rien de plus. Bon, voilà les gens, c'est à peu près tout pour cette toute première après-séance super satisfaisante. N'hésitez pas comme d'habitude à liker et à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de ce film. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant des prochaines nouveautés qui viennent. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viendront. Et nous en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, c'était Reza Tir, tout corps tout prêt.